Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui fascine et interroge depuis des siècles, la franc-maçonnerie. Bonjour. Oui, un sujet entouré de beaucoup de mystères, ou en tout cas perçu comme tel. C'est ça. On lui prête une influence considérable, des liens secrets avec le pouvoir, un rôle dans les révolutions même. Tout à fait. Notre but aujourd'hui, ce serait d'examiner un peu ces idées, de séparer le mythe de la réalité. On va essayer de se baser sur l'histoire et puis son fonctionnement actuel. Effectivement, l'idée, c'est d'offrir une perspective éclairée, hein, au-delà des fantasmes qui circulent souvent. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie, au fond? Et quelle est la nature de son engagement dans la société, surtout sur le plan politique ou celui des idées. Voilà, exactement. Alors, commençons par ça, justement. L'idée d'influence. On évoque souvent un réseau puissant qui agirait en coulisses, Oui. voire un groupe de lobby parfois. Pourtant, quand on lit ou entend des descriptions internes, on parle plutôt d'un lieu d'échange, non? Hum, Un genre de laboratoire d'idées. c'est exact. Où l'on réfléchit sur le temps long à des sujets de société variés, comme l'euthanasie, par exemple, ça a été un sujet. D'accord. La nuance ici, elle est vraiment importante. Il ne s'agit pas d'un groupe de pression qui défendrait un intérêt particulier, vous voyez. Mhm. Les réflexions, elles visent plutôt l'intérêt général. Et puis, l'influence, si elle existe, elle est plus diffuse. Il faut bien dire que l'influence directe, ce n'est plus vraiment ce qui caractérise la franc-maçonnerie aujourd'hui. Ah bon? Oui, il y a beaucoup d'autres lieux, d'autres structures qui permettent aujourd'hui une action plus rapide, plus efficace, quoi. D'accord. La démarche maçonnique, par nature, elle demande du temps, un vrai travail sur soi. Donc l'impact, il est plutôt, comment dire, par rebond. Par rebond, Voilà. c'est-à-dire? Les membres sont des citoyens intégrés dans la société, hein, dans leur vie professionnelle, associative, politique, Oui, bien sûr. et ils peuvent, par leur engagement personnel, leur droit de vote, faire infuser les idées qui ont été travaillées en loge. L'objectif, c'est plus de former de bons citoyens qui, dans leur vie profane, Mais la vie extérieure à la loge, donc? voilà, exactement, qui, par leur exemple, vont mettre en lumière ces valeurs humanistes défendues. C'est plus indirect. Je vois. Mais alors, quid de l'engagement politique direct? Est-ce qu'il y a des positions partisanes qui sont prises? Alors là, non. En Suisse, par exemple, c'est très clair. La franc-maçonnerie n'est pas un parti politique. D'accord. Des obédiences qui sont des sortes de fédérations de loges, comme le Grand Orient de Suisse, précisent bien que même si des sujets sociétaux sont débattus en loge, dans le courant libéral par exemple, Oui. ça ne débouche pas sur des résolutions politiques partisanes. Les membres restent individuellement libres de leur engagement politique. Bien, c'est plus clair. Alors, cette question de l'influence, ça nous amène presque naturellement à un point historique qui est source de beaucoup de fantasmes, le lien supposé avec la Révolution française. Ah oui, le fameux complot maçonnique. Voilà, cette idée a eu la vie dure, n'est-ce pas? Absolument. C'est une thèse qui a été popularisée par l'abbé Baruel à la fin du XVIIIe siècle. Il affirmait que tout, la révolution entière, avait été planifiée dans les sociétés secrètes. Carrément. Oui. Bon, bien que ça manque de preuves solides et que ça a été critiqué dès l'époque, hein, Hmm. l'idée a persisté. Elle a été alimentée par l'antimaçonnisme, bien sûr, mais aussi parfois, et c'est le paradoxe, reprise par certains républicains ou même des maçons qui étaient peut-être flattés de ce rôle historique présumé. Intéressant. Mais il y a eu d'autres lectures moins conspirationnistes. Je pense à l'historien Augustin Cochin, par exemple. Oui, tout à fait. Cochin, lui, voyait plutôt la structure même des loges, avec leurs débats, leurs principes d'égalité, comme une sorte de machine à fabriquer l'opinion démocratique. Une machine qui aurait en quelque sorte sapé l'absolutisme de l'intérieur. Une préparation involontaire, en somme. C'est un peu l'idée. Cependant, l'historiographie plus récente, elle critique un peu ces deux approches, celle de Barwell et celle de Cochin. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elles ignorent souvent la diversité interne de la maçonnerie à l'époque. Son caractère qui est avant tout initiatique, individuel. Et puis, surtout, le fait que les maçons étaient très divisés politiquement pendant la Révolution. Ah, d'accord, ils n'étaient pas tous du même côté. Loin de là. Et l'institution elle-même a connu un sacré déclin pendant la Terreur. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple complot ou une machine unique. Donc, on pourrait dire que plutôt qu'une cause directe de la Révolution, la maçonnerie a elle-même été profondément transformée par la Révolution. Exactement, c'est une très bonne synthèse. La Révolution a eu pour effet de laïciser et de politiser la maçonnerie française pour longtemps. Et après? Après, elle est devenue un lieu de sociabilité important pour les nouvelles élites, notamment républicaines,
Et elle a joué un certain rôle, oui, dans l'établissement de la Troisième République. C'est vraiment un observatoire fascinant des mutations sociales et culturelles, en fait. Passionnant. Alors si on revient aujourd'hui, si on met de côté l'influence directe et le grand complot historique qui semble relever largement du mythe, quel est le rôle principal que revendique la franc-maçonnerie actuellement? Ben, elle se présente surtout comme un espace de perfectionnement personnel, de réflexion éthique, morale. Mhm. L'attachement aux principes républicains, à la laïcité, aux valeurs humanistes, à la dignité humaine, tout ça est souvent souligné dans leur discours. Le but affiché, ce serait de former de bons citoyens. Oui, on y revient. Voilà. Des citoyens qui ensuite, par leur exemple, dans leur vie profane, comme on disait, mettent en lumière ces valeurs, Donc c'est un travail sur soi, avant tout, qui pourrait rejaillir indirectement sur la société. via l'action individuelle de chacun. C'est tout à fait l'idée. Un impact par rebond, comme je disais, par l'amélioration individuelle et l'engagement citoyen des membres, plutôt que par une action collective organisée qui viserait le pouvoir ou une influence politique directe. Bien. On a donc voyagé un peu des théories du complot à une vision beaucoup plus nuancée de la franc-maçonnerie, comme lieu de débat, de développement personnel et d'un engagement citoyen qui se veut indirect. C'est ça. Et ça laisse peut-être une question en suspens pour notre époque. Ah oui, Laquelle? dans un monde qui va de plus en plus vite, où tout s'accélère, quel enseignement on peut tirer ou quelle pertinence peut avoir une démarche qui privilégie la réflexion sur le temps long, le perfectionnement individuel comme levier, certes lent, de progrès pour la collectivité? C'est une piste de réflexion intéressante pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci à nos auditeurs et auditrices pour cette exploration partagée.